Et je vais donc proposer à Delphine Marcillac, que je vais présenter pendant qu'elle arrive, qui s'occupe de l'innovation au sein de l'Institut Polytechnique de Paris, qui est l'établissement regroupant l'ENSAE, l'École Polytechnique, Télécom Paris et l'ENSTA. Je vais demander également à Thanos Kontopoulos, qui lui est directeur scientifique pour la partie data science et computationnel. J'ai toujours du mal avec la traduction de l'anglais computational. Ça se traduit pas. Pardon ? Ça se traduit pas. Ça se traduit pas, bah voilà, j'aurais dû le garder en anglais. C'est mon côté franchouillard. Chez Air Liquide, dans la recherche et développement d'Air Liquide, qui est également un partenaire de longue date de Datastorm. Et Arnac Dalalian, qui est chercheur émérite et directeur du Centre de recherche en économie et statistique. Alors, et puis je vous en prie, prenez place. Et puis je vais participer, mais sans aucune prétention scientifique. L'objectif là, c'est qu'on puisse échanger ensemble sur la relation entre les chercheurs et l'entreprise. Comment vous la voyez du côté de l'entreprise, notamment toi, Thanos. Comment tu la vois du côté des chercheurs, Arnac, et puis qu'on puisse après réfléchir à comment cette relation peut être bénéfique, peut être successful. Je vais même faire de l'anglais. Et quels sont les outils, notamment qu'un institut comme l'Institut Polytechnique de Paris qui regorge d'intelligence, mais quels sont les outils qu'il peut mettre à disposition. Donc, pour commencer, Thanos, comment tu vois la relation entre les chercheurs et les entreprises ? Alors, je vais demander d'être assez bref dans vos réponses, parce qu'on n'a pas non plus 2 heures devant nous, parce qu'on a tous faim. Et que Fabien nous a quand même bien... comment tu vois cette relation et comment tu penses qu'elle a évolué parce que tu as quand même une carrière qui te permet d'avoir un regard assez large là-dessus. Merci pour la question. Comment je la vois, la relation ? Elle a évolué positivement, ça c'est sûr. On est passé d'une approche qu'on peut appeler une approche de coexistence souhaitée, en quelque sorte, dans une approche beaucoup plus opérationnelle aujourd'hui, beaucoup plus rapprochée dans le contact, je dirais. Et puis, comme on est dans une école de chiffres, des stats, etc., comment je peux éviter de donner quelques chiffres ? Nous, on est passé en quelques années d'une centaine environ de collaborations à 250 aujourd'hui. Collaboration, enfin partenariat plutôt, je préfère dire, 250, dont à peu près 50% sont des partenariats académiques. Donc il y a une évolution notable. Et je préfère aussi donner quelques exemples. Donc cette collaboration aussi se concrétise aujourd'hui avec un grand nombre de projets et des programmes que nous avons en commun avec des académiques et des industriels. Nous avons beaucoup... un écosystème assez riche aux États-Unis, mais beaucoup en France, parce qu'on a un grand centre de recherche ici sur le plateau, notamment autour de l'Institut Système X avec vous, Datastorm, comme tu le sais, donc par ce biais, par un SAE, avec l'école Polytechnique, avec aussi 2 écoles, Télécom, Paris, etc. Donc beaucoup, bien sûr, ces dernières années, autour de ce qui est intelligence artificielle et data, sur la maintenance prédictive prescriptive, sur la transition énergétique, des sujets qui sont bien sûr très, très d'actualité aujourd'hui. Donc, pour terminer ma réponse, oui, elle a progressé positivement et ça peut se concrétiser, enfin c'est plutôt les chiffres et ces collaborations qui le montrent dans le temps. D'accord. Et toi, Arnac, vu je ne vais pas dire de ta tour, il faut que j'arrête de dire que les chercheurs, c'est un monde à part. Non, mais vu de ton point de vue, très académique, cette évolution, tu l'as perçue de la même façon, différemment ? Ouais, en fait, en tant qu'académique, ce que je peux dire, c'est qu'il y a 20 ans, quand j'ai soutenu ma thèse, la situation était complètement différente, en fait, parce que ce qu'on nous apprenait, c'est qu'avec une thèse,
on ne peut pas vraiment aller dans les entreprises, ce ne sera pas valorisé, qu'en gros les entreprises considéraient qu'on a passé 3 ans à apprendre des choses qui servent à rien et que voilà, en fait on candidate avec notre diplôme de master, mais la thèse quelque part il fallait le cacher dans le CV. Et je réalise que maintenant c'est plus du tout la même chose. En fait, en 20 ans les choses ont énormément évolué dans le bon sens, hein. Et il y a plusieurs éléments en fait, je pense qui ont contribué à l'évolution. D'une part, les T-chiffres à l'époque c'était très rare, ça n'existait presque pas une vingtaine d'années, et maintenant c'est quelque chose qui est très fréquent, c'est très systématique, et ces jeunes qui sont formés, qui ont fait un doctorat, qui restent dans le monde d'entreprise, je pense qu'ils contribuent énormément au changement en fait de la perception de la thèse par le monde de l'entreprise. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a eu un changement qualitatif au cours des 5-6 dernières années, parce que les grandes entreprises technologiques comme Google, Amazon, Facebook, Microsoft ont créé des pôles de recherche sur des sujets très proches en fait du monde académique, qui sont vraiment à la pointe de la recherche, et ils ont recruté des stars académiques en fait pour faire ça. Et ça a vraiment beaucoup changé la situation, parce qu'on voit finalement que ces entreprises ont besoin des approches scientifiques, et que les chercheurs qui faisaient jusque-là des recherches purement académiques réussissent très bien dans ce milieu aussi. Et je pense que du coup ça a changé aussi la perception des chercheurs, et les chercheurs sont plus confiants maintenant qu'ils peuvent être utiles aussi pour le monde industriel. D'accord. Et alors, on voit que ces relations évoluent. Toi, de ton point de vue, Delphine, de ta vision, alors ta vision au sein d'IP Paris, mais également, enfin, tu as beaucoup travaillé dans des sociétés de transfert de technologie, des SAT, les fameuses SAT. Qu'est-ce que, selon toi, les entreprises attendent, viennent chercher dans le monde académique en termes de recherche pour leur innovation, en fait? Mais on a vu un très bel exemple tout à l'heure, avec finalement un regard nouveau, et le monde académique, c'est aussi les étudiants, et les étudiants apportent un regard nouveau en fait sur un sujet. Côté vraiment purement académique et laboratoire académique, une des problématiques, c'est qu'il y a beaucoup de chercheurs qui proposent en tout cas, ou qui ont en catalogue des solutions plus ou moins techniques à des problèmes plus ou moins théoriques. Et en fait, l'entreprise qui se tourne vers un académique, c'est souvent, d'abord, il y a une recherche d'innovation, une recherche d'une solution, et finalement il y a beaucoup d'inventions qui sont dans les laboratoires, mais une invention c'est une innovation qui doit trouver son marché en fait. Enfin, plutôt l'innovation c'est l'invention qui doit trouver son marché, et en fait c'est cette rencontre en fait qui est importante. C'est l'industriel a un problème, un cas d'usage précis, le chercheur peut avoir une solution plus ou moins théorique qui n'a pas forcément son cas d'usage encore, et c'est cette rencontre et c'est cette capacité en fait à permettre une rencontre, à permettre deux mondes de se rencontrer, d'essayer de parler le même langage et de les faire se rencontrer pour aller ensuite vers une solution qui va permettre à l'entreprise de gagner en compétitivité peut-être. D'accord. Mais ce matin, Nicolas disait que l'entreprise, finalement, c'était un très bon lieu pour l'innovation, qu'elle avait toute légitimité. Moi, j'ai côtoyé pas mal de gens dans les équipes de la R&D d'Air Liquide, et j'en ai côtoyé que la toute petite partie émergée de l'iceberg. Il y a quand même des gens brillants. Du coup, toi, côté entreprise, dans ton rôle, Thanos, qu'est-ce que tu viens chercher en fait dans le monde académique? Oui, on est dans un monde aujourd'hui de plus en plus complexe. On l'a vu aujourd'hui dans les keynotes et les autres présentations. Donc oui, nous avons des chercheurs compétents, mais ils ne connaissent pas tout. Je ne connais pas tout. Tu m'as dit, mon rôle c'est directeur scientifique, et pourtant je dois humblement avouer que c'est le domaine de compétences que je gère, dont je suis responsable plutôt, il est immense. Donc je ne peux pas tout savoir, mais les chercheurs de mon lab ne peuvent pas tout savoir. Loin de là, et donc du coup, dans cette équation très complexe à résoudre de l'innovation chez nous, nous avons besoin de compétences. C'est le mot de compétences qui se trouve en dehors d'Air Liquide et qui se trouve dans les institutions académiques, dans les petites entreprises parfois, ou dans d'autres grandes entreprises également. Donc il y a tout cet écosystème
qu'il faut mettre en marche de plus en plus. Ça, je suis un grand amateur de ça. Il y a, voilà, donc on doit composer avec un nombre d'acteurs de plus en plus grand. Et dans notre petite préparation que nous avons fait ensemble, je pense que tu as aimé le dicton quand on va seul, on va vite, quand on va ensemble, on va plus loin. Et aujourd'hui, on est dans une sorte de schizophrénie, je dirais, où il faut aller loin et vite. Et donc, voilà ce que on essaye de résoudre. Alors, ça m'intéresse parce que tout à l'heure, Jérôme disait assez pudiquement que à la direction, à la DCP, ils n'avaient pas le temps de se poser sur les sujets. Ce qu'on peut traduire par tout est en urgence, il faut tout avoir fait pour hier. Donc aucune prise de... Enfin, peu de prise de recul, pardon, hein, je ne dis pas que vous n'en avez pas, hein, mais il y a des limites à ce niveau-là. Et toi tu dis on va moins vite, enfin non, seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. En fait, cette question de la temporalité, elle est hyper importante, en fait, parce que globalement, moi je vois des donneurs d'ordre, c'est pas une accusation, hein, ni pour toi Jérôme, qui veulent tout pour hier et tout très vite, et puis je vois des chercheurs qui disent mais attends, moi pour ce sujet-là, il faut que tu me laisses 2 ans. Comment on concilie cette temporalité? Est-ce que ça peut marcher? Enfin, est-ce que ça marche et comment ça marche en fait? Quels sont un peu les éléments qui permettent de faire progresser, de faire concilier ces différences de temporalité entre l'entreprise et le chercheur? Ouais, en fait, pour les chercheurs, c'est vrai que c'est un exercice particulier en fait auquel ils ne sont pas confrontés dans leur métier de chercheur en général. Et moi, j'ai une expérience aussi à ce niveau-là, et c'est grâce à Datastorm que j'ai acquis cette expérience. Au départ, c'est une appréhension qu'on a, parce qu'on nous dit vous devez faire ça en 11 jours, alors que nous, on ne se met jamais des limites temporelles en fait pour résoudre un problème. Mais après, ce qu'on réalise aussi, c'est qu'il y a différents niveaux de résolution de problèmes. Ce qui est surtout important à comprendre, c'est que quand on fait de la recherche académique, on cherche très souvent de trouver la solution la plus optimale, donc on est vraiment à la recherche de la perfection. Je ne dis pas que dans le monde industriel ou d'entreprise, on cherche aussi peut-être la perfection, mais ce qui est important, c'est que toutes les étapes intermédiaires peuvent être valorisées également. Et donc, en fait, si on a 10 jours, si on a 11 jours, si on a 12 jours en fait, pour résoudre un problème, bah, finalement, on aura apporté ce qu'on est capable d'apporter dans un temps limité, mais ce sera toujours très utile et très important. C'est un peu la conséquence que je tire de mes propres expériences en fait, de collaboration avec les entreprises. Donc, je pense que cet aspect-là n'est pas du tout en contradiction avec la temporalité qu'on a dans les missions de recherche. C'est juste de savoir bien identifier les étapes intermédiaires et savoir aussi mettre en valeur ce qu'on a obtenu dans les étapes intermédiaires. D'accord. Et c'est intéressant ce que tu dis, cette notion de valoriser l'intermédiaire, ce que vous n'êtes pas habitué à faire dans le monde de la recherche. Oui, beaucoup moins que... Oui. Et dans un grand groupe comme Air Liquide, où tu as des directions très opérationnelles, hein, qui elles, veulent tout pour hier, et puis tu as la recherche et développement, voilà. Comment elle se situe, la recherche et développement, dans la temporalité entre le chercheur et quelles sont les relations de la recherche et développement? On a parlé de l'académique, mais aussi avec le reste de l'entreprise. J'ai beaucoup aimé la réponse de Arnac. On est dans cette relation-là aussi, hein, je pense, avec le reste de l'entreprise. Parfois, quand on nous demande de résoudre un problème, il faut savoir, au sein de l'entreprise aussi, dire que certaines choses, pour les résoudre, il faut un certain temps. C'est pour ça que je parlais quand même. On mise parfois sur des sujets à moyen long terme. Il ne faut pas non plus dire, je me contredis un tout petit peu par rapport à tout à l'heure, mais quand on lance une thèse, on sait que ça prendra un certain temps pour avoir des résultats. Mais j'adorais le fait que, de notre côté, le reste de l'entreprise, à nous aussi, à la R&D, nous met quelques limites et demande des points, d'étapes intermédiaires qui peuvent être bien sûr très valorisés, très valorisants, aussi pour les chercheurs qui travaillent, ne pas attendre 3-4 ans pour dire enfin je fais quelque chose de ma thèse, de mon travail, mais de pouvoir injecter quelque part de cette connaissance, de cette compétence à des étapes intermédiaires. Donc je le prends positivement, aussi bien par rapport au monde académique
et par le reste de l'entreprise, et cette pression par rapport auquel nous devons trouver la bonne distance entre le produire continuellement et garder un peu de réflexion et de prise de hauteur pour répondre bien aux questions. Okay. Et très bien. Alors, on voit que vous avez tous intérêt à travailler ensemble, et puis on a vu, enfin, j'espère qu'on aura réussi à convaincre tout le monde que ces collaborations, elles sont ultra importantes. Après, comment on s'assure du succès? Alors, on a, au cours des présentations, là, il y a un certain nombre de leviers qui ont été levés, de choses importantes. Voilà. Mais au-delà de ce qui a été dit sur la traduction, finalement, les éléments de traduction, les accompagnements, les entreprises, l'écosystème dont a parlé Nicolas ce matin, avec tous les environnements qui permettent aux entreprises et aux chercheurs de bien collaborer. Concrètement, si tu devais faire un cahier des charges pour des chercheurs, qu'est-ce que tu attends d'eux? Allez, un cahier des charges, une fiche de poste, je sais pas. Qu'est-ce que tu attends du chercheur et du monde académique? C'est quoi tes exigences? Oui. Je peux résumer par quelque chose qui est classique aujourd'hui en communication, mais je vais l'utiliser quand même. C'est qu'il faut bien commencer par le quoi. Même la question qu'on doit toujours se poser en entreprise, et j'espère aussi dans le monde académique, c'est le pourquoi, le pourquoi on fait ce qu'on fait. Pourquoi on se réunit autour de ces tables aujourd'hui? Pourquoi? Donc c'est une question fondamentale. C'est le centre d'un cercle. Après vient le comment et la distribution de rôles. Et donc là, c'est le côté science. C'est comment je résous le problème. Et après, il y a le quoi on délivre ensemble. C'est le fruit de cette collaboration. Et c'est pour ça que j'emploie ce mot, la fruit. C'est comme si on est dans l'agriculture, on doit semer, on doit cultiver la terre, voir l'arbre pousser, et puis aller cultiver les fruits. Mais il faut d'abord savoir qu'on veut des oranges et pas des figues. Si dès le départ, on ne se met pas d'accord sur le quoi, ça ne va pas marcher. Et là, un petit point d'attention, parce que parfois, aussi en R&D, beaucoup de personnes commencent par le comment, parce que c'est la science. Et on vient, je discute avec des chercheurs, et on commence par premièrement, c'est le comment. Comment ça m'expliquer, comment... Attendez, déjà pourquoi on le fait? Et c'est important, je pense. D'accord, la bonne définition de ce que l'on veut faire et du pourquoi on veut le faire, avant même de se dire j'ai des techniques, je vais essayer d'en faire quelque chose. Ce qui se voit des fois en entreprise, effectivement. Je peux témoigner. Et toi, Arnac, t'attends quoi des entreprises? Enfin, alors, pas à titre personnel, hein, tu représentes le CREST. Hein, qu'est-ce que le CREST attend des entreprises? Par de l'argent. Ça, on est d'accord. Mais ça, on est d'accord, en fait. Non, c'est vrai, en fait. Du point de vue des chercheurs, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'un chercheur a un agenda très rempli. Naturellement, il est très créatif. Il peut se poser plein de problèmes, créer plein de problèmes. Et ça intéresse énormément de travailler sur les problèmes qu'il a créés lui-même. Et qui intéresse peut-être très peu de gens, en fait, finalement. Et je pense que dans l'interaction avec l'entreprise, il y a quelque chose qui est très recherché et très apprécié par les chercheurs, c'est de pouvoir utiliser leurs compétences dans un problème concret qui intéresse plus de gens. De travailler sur des problèmes dont il peut parler le soir au repas familial, ou enfin, tu vois, des situations comme ça. Sans équation, ouais. Bon... J'ai adoré l'exposé de Fabien de tout à l'heure, en fait, mais c'est pas un exposé comme ça qu'on va faire dans un environnement différent, en fait. Donc, du coup, l'interaction avec les entreprises pour un chercheur, je pense que c'est beaucoup ça. C'est de pouvoir mettre en application ses connaissances et ses compétences et voir que tout ça, c'est utile et aussi s'inspirer, en fait, des problèmes qui existent dans les entreprises pour se différencier un petit peu dans le monde de la recherche. Parce qu'on va souvent à des conférences, on côtoie des pairs qui travaillent sur des sujets, on continue à travailler sur des sujets des gens qu'on côtoie dans les conférences. Au final, ça peut rester un milieu relativement fermé. On peut avoir l'impression que tout le monde travaille sur les mêmes problèmes. Mais s'il y a des chercheurs qui ont des contacts avec les entreprises,
qui font que finalement ils travaillent sur des problématiques un tout petit peu différentes. Ça les différencie aussi dans les milieux académiques, et ça peut aussi favoriser leur carrière académique. D'accord. Et alors, pour faire cette collaboration, on a beaucoup parlé de Datastorm aujourd'hui. Je remercie tous les intervenants qui ont dit beaucoup de choses de bien sur Datastorm, mais c'est pas le but. Datastorm, c'est effectivement, on essaye de favoriser ces collaborations d'une certaine nature. Il y a plein d'autres outils, je pense, sur le plateau de Saclay. Nicolas, on a fait une espèce de recensement rapide sous forme d'un slide ce matin. Peut-être Delphine, toi, tu peux nous en dire un peu plus sur ce que... Alors, le plateau de Saclay au sens large et l'Institut Polytechnique de Paris peut offrir pour favoriser ces collaborations et permettre la création de nouveautés. Peut-être, alors, pour commencer par le plateau de Saclay, en tout cas, ce qui n'a pas encore été trop cité, il y a eu pas mal déjà de pistes en fait, qui ont été citées ce matin. On peut parler des SAT, qui sont des sociétés d'accélération transfert technologique, et finalement tout ce qui tourne autour des innovations qu'on essaie de créer à partir des laboratoires. Il y a aussi, en complément finalement à Datastorm, et là pour le coup très en lien avec IP Paris, les structures de valorisation des laboratoires, et qui sont des interfaces en fait très importantes et très intéressantes, parce qu'elles ont l'habitude de permettre les échanges entre les chercheurs et les entreprises, en essayant de comprendre les contraintes en fait, des deux côtés. Et je rebondis vraiment, j'ai adoré le comprendre d'abord le pourquoi et le quoi avant le comment, parce que pour le coup l'expérience que j'ai eue en fait, c'est la plupart des échecs en fait dans les collaborations peuvent être liés à une mauvaise compréhension, parce qu'on passe pas assez de temps au départ à définir les besoins et les attentes en fait plus ou moins dites de chaque partenaire, et du coup au final on a un projet qui satisfait personne parce qu'il est parti un peu dans tous les sens. Et c'est vraiment au-delà du dispositif et de ce qui existe, c'est être en capacité de formuler et de bien savoir dans 1 an, dans 2 ans, dans 6 mois, en fait, parce que la temporalité elle est importante, qu'est-ce qu'on veut précisément. Il y a une autre piste aussi dont on n'a pas trop parlé aujourd'hui, qui est peut-être en lien avec les thématiques, en fait, c'est tout ce qui tourne autour de l'entrepreneuriat et les possibilités d'intrapreneuriat. Donc au sein d'IP Paris, il y a 3 incubateurs. Et notamment avec une volonté de sourcer en fait, des projets industriels qui chercheraient à faire de l'intrapreneuriat et de l'accompagnement. Donc pour le coup c'est en complément avec le travail qui est fait par les structures de valorisation qui vont plutôt faire du techno-push. Là il y a plutôt une approche de market pull, c'est partir des problématiques ou de projets déjà entrepreneuriaux au sein des entreprises pour les amener à rencontrer le monde académique et compléter en fait leur démarche. Et finalement il y a une inscription aussi plus globale dans tout le contexte en fait, de financement de l'innovation. Il y a énormément de dispositifs qui existent. Après ça peut être assez facile de se dire je prends une cifre parce que je connais le dispositif, mais pour prendre l'exemple des cifres, en fait ça peut être la pire des solutions dans certains cas, et c'est une nouvelle solution à la fois pour l'entreprise, à la fois pour le laboratoire, parce que ça ne correspondait pas au bon outil, c'était pas la bonne temporalité, mais ça devient aussi très critique pour l'étudiant qui a été embauché dans ce contexte. Donc le vrai sujet finalement, au-delà de tous les dispositifs qui existent, c'est vraiment se poser, prendre le temps au départ et se donner suffisamment de temps, même si on veut avoir les résultats avant d'avoir commencé, de préciser en fait ce qu'on veut vraiment et quelle est la temporalité. Et une fois qu'on a clarifié ça, en fait, après ça ne peut aller que beaucoup plus vite, et en tout cas on évite beaucoup d'écueils. Ouais, je pense que tu mets le doigt sur le point important. Écoutez, merci à tous les 3. Est-ce que vous avez des questions dans l'assistance? Des objections, des remarques? Voilà. Merci. Moi j'ai une question qui va surtout s'adresser à M. Contopoulos sur quand il y a des besoins de compétences qui n'est pas en interne dans une entreprise. Quels sont les critères que vous regardez pour arbitrer entre une internalisation de ces compétences et un recours avec un partenariat académique? Et parce que j'imagine que faut justifier chacun de ses choix en interne, tout comme ça. Merci pour la question. La réponse est un peu plus compliquée que la question elle-même. Donc, c'est vrai qu'on est continuellement dans une logique, on l'appelle souvent, à nouveau avec des termes anglais, le make or buy, ou de la co-création. Soit donc on fait nous-mêmes, soit on va acheter une solution
soit on doit co-créer une solution. Ce n'est pas une réponse toujours facile. En règle générale, quand même, pour donner une réponse, s'il y a un outil, disons-le comme ça, si un besoin est bien identifié, et il y a un outil, je parle notamment de data, etc., sur étagère, on va quand même, il faudra qu'on puisse justifier pourquoi on ne va pas acheter cet outil-là et l'utiliser en entreprise. Moi, ma première réaction est cela. Si quelque chose existe, je l'achète. Après, il faut savoir une autre chose, que même si parfois on achète un outil, on prend une solution existante qui est éprouvée, etc., il faut un certain nombre de compétences en interne pour qu'on puisse l'intégrer dans le monde de l'entreprise correctement. Et ça, c'est très sincèrement toute une autre histoire. Ça veut dire, on emploie le mot activation, notamment quand on parle de la data. L'activation d'une solution en entreprise, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que juste d'avoir le contenu théorique d'un outil, enfin l'outil, disons, ou la solution. Et là, il faut des compétences en interne qui puissent interagir avec le monde extérieur pour comprendre et mettre en entreprise, faire la valorisation de l'activation. Donc, on est à nouveau dans des équilibres. Parfois on achète, parfois on co-crée parce que la solution n'existe pas sur le marché, on a un besoin très spécifique. Et là, on va soit le faire en interne, soit avec le personnel qu'on a, soit co-créer avec des partenaires extérieurs la solution. Il y a aussi le fameux IP, hein, la propriété intellectuelle, qui va jouer aussi dans notre choix. Quid de la propriété intellectuelle, comment est-ce que ce qu'on va créer, qu'on va produire, ou co-créer, coproduire, sera accessible à la concurrence, etc. Donc il y a ça aussi qui va déterminer notre choix. J'espère que la réponse, même si un peu générale, vous satisfait. Peut-être d'autres questions? Oui, monsieur devant. Oui, bonjour. C'est une question qui est un peu complémentaire. Là, on a vu des très beaux exemples de collaboration entre le milieu académique et le milieu industriel. C'est comment on fait pour aussi transférer certaines compétences ou une certaine compréhension en fait, des problèmes qui ont été résolus. À quel niveau technique on doit s'arrêter. Et puis aussi, la question qui est sous-jacente, c'est est-ce qu'il n'y a pas aussi besoin de former un peu mieux aussi les personnes en interne, notamment parce qu'il y a des techniques qui évoluent beaucoup en data science, il y a beaucoup de recherches sur le sujet, c'est quelque chose qui évolue de façon très continue. Donc voilà, les questions, c'est comment on fait pour assurer un handovering vraiment correct, et éventuellement par aussi, une fois qu'on a fait une collaboration, s'assurer que les personnes en face ont un bon niveau de compréhension, qui connaissent bien les limites des modèles qui ont été implémentés, pour après essayer de voir si on ne peut pas les faire évoluer, etc. Voilà. Alors, je pense que peut-être que cette question aurait concerné aussi tout le monde dans les présentations précédentes. Aujourd'hui, enfin, moi, sur ces collaborations-là, je ne vais pas les prendre une par une, mais effectivement, il y a eu une véritable implication dès le départ des gens de l'entreprise. Et le fait d'être dans une interaction permanente tout au long de la collaboration fait que le transfert, il se fait, j'ai envie de dire, naturellement. Après, il se fait naturellement vers les personnes qui sont là à ce moment-là. Et dans les entreprises, ça bouge. Mais là, je pense qu'on sort un peu du cadre du débat. On rentre dans le débat du knowledge management et de comment on gère le knowledge dans les entreprises et comment on le capitalise, que ce soit dans des collaborations externes ou internes. Mais je pense que c'est l'intensité des interactions qui se font tout au long de ces collaborations qu'il ne faut surtout pas voir comme étant... j'envoie un cahier des charges et je récupère 6 mois plus tard un résultat. C'est vraiment l'intensité des collaborations et de l'échange qui va permettre de faire un transfert finalement naturel et permanent de la compétence. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose. Non. Ce qu'on peut ajouter, c'est qu'il y a souvent aussi des formations qui sont organisées par les entreprises sur des sujets, ça peut être très pointus de data science ou de machine learning. Et je sais que mes collègues et moi-même, nous intervenons assez souvent dans ces formations. Donc je pense que, mis à part des outils concrets qui ont été créés dans le cadre des missions qui ont été présentées ici ce matin, il y a quand même cette formation en continu qui existe dans les entreprises et qui
qui permet aussi de transférer la connaissance. Si je peux... Je peux dire... Je t'en prie. C'est une excellente question. Sérieusement. Et notamment, je vois que dans le monde des entreprises, il y a cette volonté. Je vais mentionner ici le monde du manifeste IA, pour ceux qui le connaissent. On est 16 entreprises, surtout manufacturières, que nous sommes réunis, créer un réseau pour montrer que l'intelligence artificielle, la data, n'est pas que pour certaines sociétés américaines, notamment les GAFAM, etc., que nous, on est très impliqués là-dedans. Donc, qu'est-ce que j'ai vu avec nos partenaires? Que quasi tout le monde lance aussi des programmes que l'on appelle des programmes d'upskilling, à nouveau seulement, d'augmentation des compétences dans les entreprises, qui ne sont pas nécessairement que de la formation. Il y a une partie formation, mais il y a une partie aussi coaching, création de communautés qui réunit après les gens qui sont formés au fur et à mesure. Et donc, ça, c'est une tendance, je la mentionne ici, et que ça permet, nous espérons tous que ça permettra cette meilleure intégration des solutions dans le monde de l'entreprise, notamment ce qui touche les données et l'intelligence artificielle, qui sont justement en constante évolution. On est dans cette phase-là quand même. Merci. Je ne sais pas s'il reste encore des questions, sinon on va conclure. Merci à tous les trois déjà pour cet échange. On va pouvoir se retrouver autour d'un cocktail dans le hall, ou dehors d'ailleurs, dans le hall je pense. Merci, il fait un peu froid, oui. Je voudrais, juste avant de partir, vous remercier d'avoir été là. Je voudrais remercier vraiment tous les intervenants qui nous ont fait ces témoignages. J'espère qu'ils vous auront inspiré, j'espère qu'ils vous auront éclairé. Je voudrais aussi remercier toute la technique de tout l'LSAE, le personnel de l'LSAE qui s'est mobilisé pour que cet événement se déroule. Alors il y a eu une petite coupure de Wi-Fi à un moment donné, c'est normal, sinon ça ne serait pas un vrai événement. Comme vous l'avez constaté, l'événement a été capté et que cette captation sera donc rediffusée en replay sur le site internet de Datastorm dans un délai que je ne connais pas, mais c'est pas grave, on vous en informera de toute façon. Et puis de toute façon, pour ceux qui nous connaissent, vous savez qu'on essaye d'être assez d'alimenter en contenu pas mal au travers de réseaux sociaux, sur Twitter ou LinkedIn, autour de collaborations qu'on peut réaliser, autour du monde de la data science, autour du monde de l'intelligence artificielle. Et donc n'hésitez pas à continuer à suivre ces réseaux, même si ce n'est pas notre premier objectif que de faire de l'audience. Voilà. En tout cas, merci à tous.